ce samedi 29 mai, de 9h45 à 17h. En direct du Salon des livres Époque en ligne. Radio Toucan. débat, rencontres, reportages Avec des auteurs, des autrices. 91.9 FM Et radio-toucan.fr. Nous sommes toujours en direct du salon Époque édition 2021 au cœur de l'événement puisque vous pouvez entendre depuis déjà 9h45 de nombreux débats, de nombreux échanges autour de notre plateau. Et d'ailleurs, je vais tout de suite vous annoncer le plateau suivant qui va être animé par Rémi Mauger, vous allez l'entendre dans quelques instants. Et il s'agit de Secrets de campagne avec Cécile Coulon et Marie-Hélène Lafont. On va leur donner la parole tout de suite et on vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 07 71 55 87 99 pour poser des questions si vous en avez. Époque, le Salon des livres de Caen, 2021. 2021, l'année de la Renaissance. Après vous avoir lâchement et indépendamment de notre bonne volonté, après vous avoir lâché l'année dernière. Rencontre au sommet, ici, dans la plaine de Caen, entre deux pays, comme on dit. C'était le titre d'un de vos livres fameux, Marie-Hélène Lafont. Deux compatriotes auvergnates, Cécile Coulon et Marie-Hélène Lafont. Je ne vais pas dire deux générations. On va en parler juste après. En tout cas, ici, vous êtes des hors-zen, mais les bienvenus du fond du cœur. Cécile Coulon, vous aviez 10 ans quand Marie-Hélène Lafont a commencé d'être publiée. C'était au début de ce siècle. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que vous êtes dans la course, dans tous les sens du mot. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté le running autour de la fameuse prairie de Caen, mais vous pouvez. Je ne sais pas si vous avez le temps, mais faites-le, je vous le conseille. Moi, je ne le fais pas beaucoup. Votre 8e roman, quand je dis la course, votre 8e roman va sortir bientôt, là. C'est cette année, quoi, 2021. En fin août. Voilà. Grâce au confinement, vous avez travaillé. J'ai beaucoup plus travaillé que d'habitude. Vous pouvez me couper si vous voulez, j'adore ça. Hein. Je ne vais pas faire un long préambule, un long monologue. Je parle de vous parce que je parle de votre 8e roman, mais vous n'écrivez pas que des romans, puisque pour un recueil de poésie, vous venez de recevoir le prix Apollinaire. En termes de publication, vous n'avez donc pas, j'ai pas fait le compte, rattrapé l'une de vos maîtresses. On dit ça, maîtresse? Je ne sais pas, c'est une belle polysémie. Bon, c'est très beau. Voilà, très je suis ravie d'être là, vraiment. Vous qui êtes prof. Et je cite mes sources parce que vos auteurs, pourquoi auteurs de chevet. Mais hôtesse aussi, hein, c'est une belle polysémie. Hein. Oui. Vos auteurs de chevet s'appellent Steinbeck. Ça, j'ai vu ça sur l'entête d'un de vos récents livres de poche sur 3 saisons d'orage. Steinbeck, Tennessee Williams, Stephen King et Marie-Hélène Lafont. Absolument. Ah bon. Et vous êtes, vous, Marie-Hélène, de votre côté, devenue toutes ces années de ce siècle une référence de la littérature. Alors, je vais dire catégorie sobre, sans fioriture, minutieuse mais majuscule. On ne regrette pas d'être venu. Bon, je le dis volontiers en opposition à ces fameuses vies minuscules dont Pierre Michon regrette parfois le titre, mais à qui vous vous référez si volontiers, ainsi qu'à votre autre voisin Bergogneau. Moi, à l'âge de Cécile Coulon, de l'Auvergne, je connaissais Vialat. C'est absolument charmant, ça a plein de qualités, mais ça n'aide pas, sans doute, à la littérature fluide, à la fois poétique et fluide, qui est la vôtre. Voilà. Et je suis très touché, je suis très heureux de vous avoir toutes les deux ici. Je crois que vous aussi, de vous rencontrer, parce que comme vous êtes pays, vous vous connaissez déjà. Et nous avons croisé la parole. Nous ne nous confrontons pas en général, peut-être le fera-t-on aujourd'hui sous votre égide, mais nous avons déjà croisé nos paroles avec plaisir à plusieurs reprises. Bah écoutez, je ne vois pas pourquoi vous croiseriez le fer. Je ne crois pas, vraiment pas. Le fer et le devenir. Vous arrivez là avec 2 livres chacun couronnés, Une bête au paradis pour vous, Cécile Coulon, paru aux éditions L'Iconoclaste et prix
du Monde, prix littéraire du Monde. C'est beau, prix du Monde, quand même. Et puis, Marie-Hélène Lafon, votre dernier livre, Histoire du Fils, vous avez lu le dernier prix Renaudot. C'est une vieille connaissance pour vous, puisque votre premier roman, Le Soir du Chien, avait reçu le Renaudot des lycéens. Vous avez le Renaudot des grands, ce qui ne m'étonne absolument pas. Cette rencontre, elle est dans le programme intitulé « Secret de campagne ». Alors, c'est vrai pour vous, Cécile Coulon, votre livre est ancré dans un repli de campagne, un coin de paradis où l'on se doute bien, à voir la couverture sans dessus-dessous, qu'il y a anguille sous roche. Elle est grosse, l'anguille, d'ailleurs. Marie-Hélène Lafon, pour votre part, la campagne aussi, avec ses secrets et ses silences, comme toujours, comme souvent, comme toujours, mais pas que. Vous n'y êtes pas vissé à votre campagne, vous nous avez déjà conduit à Paris. On y retourne cette fois, avec un autre pied dans le massif central qui est le vôtre, ou pas loin, dans le Quercy cette fois. Et on n'est pas chez les paysans, on est dans la petite bourgeoisie. Ils furent paysans. Ils furent. Voilà, le socle des paysans. Réussi. Voilà. Ils ont réussi. Ils ont réussi. Ils ont gravi les barreaux de l'échelle. Alors, on est dans l'histoire d'une famille, de ses déplacements jusqu'à l'effacement. Parce que ça, vous dites volontiers que la géographie, puis Cécile aussi, que la géographie nous constitue. Et c'est un thème qui vous est cher, doublé ici d'un autre mystère. Le fils, André, est né d'une mère très absente, à peine intermittente, et d'un père inconnu, fantôme, mais que vous nous faites connaître avec toute sa généalogie. L'enfance, écrivez-vous, c'est comme la traversée d'un rude pays. C'est donc une nouvelle figure dans votre galerie pour poursuivre votre travail autour de, on va dire ça comme ça, l'attachement et l'arrachement. L'attachement et l'arrachement au pays premier, ce que j'appelle le pays premier, et aux nébuleuses familiales aussi, dont parfois il faut s'arracher si on veut continuer à exister, voire à être. Il me semble que c'est une question très cuisante et très cruciale dans Une bête au paradis. Et donc cette dialectique de l'attachement et de l'arrachement, elle est constitutive de mon existence, elle est constitutive de tous mes livres. Et dans celui-ci, pour le coup, elle se double d'une dimension peut-être plus explicitement sociologique, puisqu'on voit à l'œuvre ce qui s'est passé dans beaucoup de familles françaises entre le début du XXe siècle et le début du XXIe siècle, avec une sorte de mondialisation des existences, puisqu'on part de Chanterelle et de Figeac, qui sont des lieux, que l'on peut aisément embrasser, et on a un siècle plus tard Antoine, qui est un homme-monde, qui vit au Canada, aux États-Unis, et qui passe son temps entre deux avions. Il vous faut un siècle pour ça. Oui, il faut un siècle, et je pense que dans beaucoup de familles françaises, sociologiquement, il a fallu un siècle. Il a fallu un siècle, oui. Donc, contrairement à vos livres précédents, vous élargissez l'espace et le temps. Oui, j'élargis l'espace et le temps, mais au bout du compte, j'ai quand même 200 pages de texte serré comme un poing. Je crois que quoi que j'embrasse, je ne peux que chercher à aller dans la densité maximale de la langue. Et on se retrouve avec ce que j'appelle, moi, volontiers, une ordinaire épopée ou une mince saga familiale, 100 ans, serrée en 12 tableaux. 200 pages. Point. C'est vrai. Non chronologique. Ce qui est aussi très malin, très habile, enfin, plus que ça. Alors, si je puis me permettre, je vais revenir sur le malin et sur le habile, parce qu'on pourrait en effet penser que c'est un effet de mon habileté, et mon habileté étant devenue proverbiale depuis le temps que je publie des livres, alors que Cécile n'avait pas 9 ans. Mais en fait, pas du tout. C'est que le premier jet de ce livre, ce texte-là, est venu comme ça. C'est-à-dire, je n'ai pas d'abord écrit un texte chronologique que j'eusse ensuite disposé différemment, histoire de faire la maligne. Voilà, c'est parce qu'on peut, on peut très bien faire ça. On peut très bien. Les éditeurs adorent. Ah, je pense. Mais moi, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est venu comme ça, en tableau qui n'était absolument pas chronologique, et j'ai essayé de le remettre dans l'ordre chronologique, histoire de faire du zèle. Mais non. Toute dynamique narrative était perdue, l'architecture dynamique du livre s'effondrait complètement. Donc,
Pardon. Ouais, non, mais attendez, je vais donner la parole à Cécile, mais continuez, parce que c'est... Ouais. Donc, je suis sagement revenue à mes premiers amours, c'est-à-dire cette chose qui, quand même, est un peu singulière du point de vue du rapport au temps. Mais si notre rapport au temps était strictement chronologique, ça se saurait. Nos états de conscience sont toujours mêlés et tissés bien sûr. De pulsions du présent, du passé et du futur. Et c'est comme ça que le livre est tissé. Elle en parle formidablement de son livre, vous êtes d'accord? Et... C'est pour ça que je suis là. Non, mais il y avait aussi moi, le livre de Marie-Hélène. J'ai lu tous ses livres et celui-là, je l'ai lu. Et c'est le livre que les gens de ma famille ont le plus lu parmi tous les livres de Marie-Hélène. Et ce qui est raconté dans le livre, on en a beaucoup parlé parce que c'est cette histoire de 100 ans et il faut un siècle. Et ma grand-mère, donc qui avait 92 ans, elle m'a dit « Oh là là, j'ai lu le livre et je sais très bien que ce n'est pas mon histoire parce que c'est pas les mêmes lieux. Nous, c'était la Corrèze, le Limousin, mais c'est pas si éloigné du Cantal, c'est pas si éloigné du Lot. » Elle dit « J'ai l'impression qu'on raconte l'histoire de notre famille, ce passage d'un milieu à un autre, d'un territoire à un autre, et en même temps d'un territoire et d'un milieu où on revient toujours d'une manière ou d'une autre, et qui nous nourrit et qu'on essaie de nourrir ensuite. Alors, qui nous nourrit ou qui nous empoisonne. Ou qui nous empoisonne. En l'occurrence, chez vous. Voilà, voilà. Par quel livre commence-t-on Le vôtre, Marie-Hélène, si vous voulez bien. Pour la lecture, vous voulez dire? Pas pour la lecture, pas encore. On est le fils en question s'appelle André. Oui. Donc je l'ai dit, fils sans père ou mère ou presque, confié à la tante, extrêmement bienveillante. Il est choyé, il a tout ou presque. Et infiniment aimé, oui. Mais qu'est-ce qui va lui manquer? Qu'est-ce qui va il va faire partie de être un membre qui va contribuer à la désagrégation de la dynastie. C'est-à-dire que cette mère intermittente qu'il a, Gabrielle, ou dont il est affligé, selon la façon dont on voit les choses, cette mère intermittente le confie. Elle le confie à sa sœur, et elle sait pertinemment, ce faisant, qu'il va grandir dans un milieu harmonieux qui va lui donner le viatique pour l'existence. Bon, ça, elle le fait. Elle a de temps en temps des pulsions qui pourraient éventuellement la conduire à le reprendre pour parfaire son éducation, mais elle ne va pas jusque-là. Elle ne s'aventure pas au-delà de la pulsion. Ça reste velléitaire. Alors, évidemment, André, quoi qu'il en soit, de sa construction et de sa capacité à devenir un homme et à inventer sa vie, est adossé à un vertige. C'est le vertige du père inconnu. Voilà. Donc, père inconnu, donc lui-même ne pouvant pas s'inscrire dans une filiation. Bon, donc, c'est constitutif de son être. Donc, il y a ce secret chez lui, mais qui cache un autre secret. Oui, alors, le jour de son mariage, j'invente pas tout ça, c'est une histoire que le réel m'a fournie, je n'invente absolument rien. Le jour de son mariage, sa mère va dire à son épouse, pas à lui directement, à son épouse, à la jeune épousée, elle va lui offrir en cadeau de noces la fiche signalétique du père biologique. Voilà. Et cet homme, André, va tourner pendant des années autour de cette fiche signalétique qui est pourtant extrêmement précise. On a des adresses. Il eût été extrêmement facile d'aller flairer la piste du père de plus près et de percer l'abcès ou de passer de l'autre côté de ce désir, de cette attente qu'il pouvait avoir de ce père. Et il se trouve qu'il va mettre très très longtemps à franchir cette distance. Et au bout du compte, elle ne sera pas vraiment franchie par lui, à vrai dire, d'une part. Et d'autre part, il se trouve que dans cette nébuleuse familiale-là, dont il est issu du côté du père, il y a en effet un vertige initial. Un gouffre, vous dites. Un gouffre. Vous citez pas d'Irak, je crois même. C'est la géographie. Oui, tout à fait. C'est la géographie du Lot. Un gouffre initial qui pourrait être de nature à tout avaler. Voilà. C'est une expression que j'ai cherchée. Je me suis dit, est-ce qu'elle est locale ou pas? Avec des ratons laveurs dans le cœur et la main de fer qui lui broie la poitrine. Les ratons laveurs dans le cœur, c'est vous qui l'inventez ou c'est de chez vous? C'est un ami qui dit ça. D'accord. Mais vous voyez, quand je dis le trou, le vertige, creusé dans les familles par certains secrets, je pense, ce qui n'est pas métaphorique dans Une bête au paradis, mais qui est le trou, la fosse des cochons. La fameuse fosse. La fameuse fosse des cochons. N'en dites pas trop. Oui, mais voilà, chacun ses vortex, chacun ses vertiges. Et de surcroît, nous ne sommes pas impunément l'une et l'autre issus
d'un pays de volcans. Et qui dit volcan dit cratère. Et c'est du cratère des volcans que ça sort. Et qu'éventuellement, ça mord. Alors c'est donc ça, elle vous tend la perche. La fosse au cochon, c'est un cratère. Où sommes-nous et avec qui? Nous sommes en Corrèze, dans un hameau corrézien. Le vrai nom, comme on dit, du hameau, c'est le Châtaignier. Ici, il s'appelle le Paradis, même si c'est pas son... En fait, le Paradis, c'est un jeu de mots de la belle fille qui a planté ça en disant « Bienvenue au paradis », sous-entendu « Bienvenue en enfer ». C'est vous qui l'inventez? Le paradis? Parce que ça va être important dans notre petite heure ensemble. L'aspect biographique ou autobiographique va être... Alors, je n'invente jamais les lieux. Donc, la ferme du paradis, elle a existé, elle existe toujours, et j'espère qu'elle existera. Vous faites le livre pour ça? Oui, aussi. C'était la ferme de ma grand-mère, qui a été depuis reprise par mon cousin. C'est pas vrai? Oui. D'accord. Je tiens à dire tout de même qu'il ne s'est pas passé dans la ferme de ma grand-mère ce qui se passe dans le livre, parce que je ne veux pas aller en prison, tout simplement. Mais c'était un endroit qui était très très important pour moi où j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais plus jeune, mais comme beaucoup d'enfants qui étaient élevés plus près des villes et on les envoyait à la campagne petits pour que les parents continuent à travailler et pour aller se frotter à la réalité de la vie, comme on disait à l'époque. Et donc moi, j'ai passé beaucoup de temps là-bas et ma grand-mère m'a beaucoup élevée. Donc écrire ce livre, ça a été aussi aller à l'endroit originel et original et essayer de raconter ce que c'est aussi que cette vie-là. Parce qu'en fait, moi, j'ai connu que des femmes qui ont eu cette vie-là au cul des vaches, comme on dit, littéralement. Et j'ai plus personne dans ma vie maintenant. J'ai plus de femmes au cul des vaches dans ma vie. Et il y a eu quelque chose d'un peu bête, d'avoir besoin que ça soit dans un livre, parce que je me suis dit, si moi, un jour, j'oublie ce que c'était, où les gens meurent, et c'est normal, autour de moi, et qui ont connu ça, qu'est-ce qui va rester de cet endroit-là? À part un grand arbre au milieu de la cour et des granges. Et j'ai pas envie qu'il reste juste un arbre et des granges. Je veux qu'il reste aussi les gestes et les corps, et la douleur des gestes et la douleur des corps. Vous inscrivez une trace? Mais j'essaye. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est un petit peu vain, parce qu'en fait, il y a d'autres personnes plus jeunes qui continuent ça dans la vraie vie, et à leur manière, et qui ne parlent pas. Je pense que il y a cette espèce de dicton un peu absurde qui dit il y a ceux qui parlent et ceux qui font. Et moi, j'ai peut-être plus l'impression de parler, pendant que d'autres, qui sont très silencieux et très taiseux, comme on dit, font. Vous ne parlez pas, vous écrivez. Oui, c'est pas la même chose. Et écrire, c'est faire. Ah, mais moi, je suis bluffé parce que j'ignorais complètement cet aspect biographique du livre. Je pensais que c'était né... on parle de vous tellement comme quelqu'un qui a une imagination débordante. Alors, vous en avez, bien sûr. En fait, dans tous mes livres, tous les territoires existent et ne sont pas... je change le nom du lieu, en fait, tout simplement. Dans 3 saisons d'orage, les 3 gueules, c'est le massif des 3 becs. Le village, c'est Ésaü, dans la Drôme. Ici, c'est la ferme du Châtaignier, au hameau qui s'appelle Pressé, à côté de Saint-Mexan, en Corrèze, pas loin de Tulle. Et j'ai besoin, parce que pour moi, je ne sais pas écrire autrement qu'à partir des territoires qui m'ont éduquée. C'est très insulaire aussi, comme façon de vivre et comme façon d'écrire. Donc la géographie nous constitue et elle vous nourrit. Tout à fait. Je pourrais reprendre point par point les mots qui viennent d'être dits, avec, en ce qui me concerne également, cette volonté tenace, ce que j'ai pratiqué dans tous mes livres, de, bien entendu, fictionner la géographie. C'est-à-dire que je déplace absolument tous les lieux. Vous pouvez toujours aller à Chanterelle, vous n'y trouverez pas ce que je décris là. Il y a une rivière qui devient village, et voilà, là, vous jouez exactement. beaucoup avec les mots. Tout est fictionné, ça me paraît, en ce qui me concerne, en tout cas, être la moindre des choses. Mais cette géographie me constitue intimement. Est-ce qu'on peut évoquer vos personnages avant quelques lectures, au cas où les auditeurs là n'auraient pas encore lu vos livres? On est avec André, on est avec Gabriel, sa mère, Paul, le père absent, dont vous avez retracé toute l'histoire aussi. Je pense que dans ce qu'on a sélectionné avec vous, nous sommes essentiellement avec André parti, loin de sa mère. C'est Gabriel plutôt qui est parti loin d'André. Oui, c'est ça. C'est Gabriel qui est venu le poser à la campagne. Donc c'est avec vous qu'on peut commencer la lecture, si vous voulez bien. D'accord. La première, oui. D'accord. Nous sommes, je le dis pour ceux qui voudraient suivre dans leur livre, déjà, je ne sais pas du tout comment se conduit un auditeur radio. Si vous avez Histoire du Fils, c'est page 57. Et nous sommes le vendredi 17 août 1934. André a 10 ans.
Nous sommes à Figeac, dans le Lot. Elle est partie. Sa mère est partie. Le train l'a emportée. Il préfère qu'elle ne soit plus là. Mais il sent qu'il ne faut pas le dire, ni le laisser paraître, même si on ne cache rien à Hélène. Lui, André, ne peut rien cacher à Hélène, qui voit, à travers sa peau, à l'intérieur de ses os, dans les plis emmêlés de son cerveau. Hélène voit, mais elle ne gronde pas, elle ne juge pas, ne fronce pas le sourcil, n'élève pas le ton, ne pince pas la bouche. Elle embrasse, elle prend sur les genoux, elle ne dit pas beaucoup de paroles. Elle prépare un gâteau, on va avec elle au jardin cueillir des fraises tièdes ou des framboises velues. Elle caresse la nuque à la naissance des cheveux. Il ne comprend pas comment Gabrielle et Hélène peuvent être sœurs et filles du même père et de la même mère. Il n'a pas connu les grands-parents, il les voit sur la commode, dans la chambre de Léon et Hélène. Sur la photo, ils sont déjà vieux et se tiennent raides dans leurs gros habits. La grand-mère a un peu de moustache. Ils sont tristes parce qu'ils ont perdu 2 fils à la guerre, à la Grande Guerre. Léon le lui a expliqué. Gabrielle ne ressemble à personne. Elle est sa mère. Elle vit à Paris. Elle vient 2 fois par an, 1 semaine à Noël et 3 semaines en août. Alors, on va pouvoir maintenant faire connaissance avec Blanche. Blanche, c'est la petite fille du paradis. Donc, j'évoque les autres personnages. La ferme est tenue par la grand-mère, donc Émilienne, qui supplée ses propres enfants morts dans un accident, et elle enrôle avec elle dans les tâches de la ferme Blanche, la petite fille, qui est secondée par Louis, qui est un commis plus engagé et plus efficace que Gabriel, le petit frère malingre et malheureux de Blanche. Absolument. Donc là, je ne sais pas où vous commencez. Je vais parler de Louis et de Blanche. Louis le commis, donc. Oui. Louis n'avait aucun charme, aucun pouvoir érotique. Il occupait la place d'un animal domestique, intelligent et docile. Elle l'aimait comme cela et pas autrement. Comprenant peu à peu l'effet que son jeune corps produisait sur lui, Blanche posait patiemment des pièges sur le chemin qui menait à elle. Louis ne tombait pas dedans, donc il fut trop honteux de sa réaction. Il était humilié. Oui, humilié qu'elle ait compris si vite, peut-être même avant lui, et anticipé ses gestes et ses regards au point de se barricader en un seul après-midi. Louis refusait de croire qu'il était devenu ce genre d'homme, trop investi sur le domaine, trop proche d'Émilienne pour briser son équilibre. Mais voilà, il l'avait regardé. Blanche observait tout, préparant ses coups avant ceux de l'adversaire. Elle était en colère contre Louis. À travers ses yeux, elle avait pris conscience de sa propre transformation. Très tôt, sa grand-mère lui avait expliqué que le corps des femmes était une ville et celui des hommes un village. Les formes des femmes changeaient sans cesse, évoluaient, se répandaient à la vue des autres. La peau se gonflait en certains lieux et se creusait ailleurs, tandis que le corps des hommes, passé l'adolescence, gardait son aspect et sa taille initiale. L'âge et l'alcool pouvaient l'arrondir, mais il ne se métamorphosait pas. Blanche devait, selon sa grand-mère, se préparer à de grands changements. Sa petite ville deviendrait plus vaste, plus grosse, plus désirable. Retournons avec vous, Marie-Hélène Lafont. On monte à Paris, cette fois, où Gabrielle va s'installer en abandonnant les autres. Et elle est avec Paul, donc, qui, on le sait nous, mais André ne le sait pas, va devenir son père. Les mains de Paul font merveille. Gabrielle ne se lasse pas des mains longues de Paul. Elle sait depuis le début qu'il partira, qu'il la laissera, parce qu'elle a 16 ans de plus que lui et qu'elle lui a tout appris des femmes, ce qu'un homme comme lui ne saurait pardonner à aucune femme. Paul est un jeune chien, un sauvage, un rusé. Il fait sa cour, il butine, il coule des regards de velours, il s'aiguise, il s'affûte, il a vite appris. Il plante ses crocs, il sera capable de tout, il ne sera pas recommandable. C'est son type d'homme, elle le sait depuis longtemps. Elle sera déchirée comme jamais encore elle ne l'a été, c'est le prix à payer, le prix de l'ivresse.
Elle n'aime ni les doux, ni les gentils. Il lui faut la férule, les grands airs. Elle se voue aux flamboyants, aux flambeurs, aux fulgurants, aux ardents qui brûlent tout ce qu'ils touchent. Dès le premier coup d'œil, à l'infirmerie du lycée de garçons d'Aurillac, en dépit du pyjama bleu de pensionnaire et de la bronchite, elle avait compris de quoi il retournait. À cette nuance près que cette fois, les circonstances lui fournissaient un mince avantage. Le garçon promettait, et elle avait un peu plus de 2 ans jusqu'au baccalauréat pour le faire à sa main. Quant à Blanche, elle va avoir un seul amour. Là, on est avec ceux qui viennent perturber l'ordre tranquille. Enfin, là, je ne sais pas si l'ordre il est tranquille. Il n'est jamais tranquille, c'est vrai. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Ils viennent reposer les pièces sur l'échiquier, en fait. C'est ça. Il s'appelle Alexandre, donc. Il va être le seul amour de Blanche. Je vous propose d'enchaîner là ce que j'ai appelé page 72. Alexandre, le garçon pressé. C'est un peu un papillon chez les fourmis. Hein. C'est un peu ça, moi je l'ai vu comme ça. Alexandre, le garçon pressé. Et puis assez vite, le départ d'Alexandre, en fait. Alexandre se dépêcha de grandir, souriant sans raison à toutes et à tous, poli, drôle dans sa démarche un peu guindée. Hors de la maison, le garçon parlait beaucoup. Ses traits changeaient dès qu'il passait le jardin, effaçant le masque d'ennui et de résignation que ses parents collaient à son visage. La famille d'Alexandre vivait chichement sans être pauvre, il s'exprimait avec des mots simples sans être idiot, existait sans vivre. L'unique fils de la maison grandissait avec 2 cœurs, un pour ses parents, un pour le monde extérieur. L'enclos de ses géniteurs, aimant malgré tout, attentionné même si très silencieux, l'enclos de ses parents restait ouvert. Aussi pouvait-il être l'enfant beau et agréable au village, l'enfant discret et rêveur à la maison. Alexandre devint le garçon puis l'adolescent idéal. Les mères rêvaient de l'avoir en photo et en pension. Les copains l'invitaient chez eux, fiers de son amitié. Les filles, dès l'école primaire, le regardaient avec une envie qu'elles ne se connaissaient pas. Il était si doux, si gentil, Alexandre. Pas fort, simplement gentil. Il ne cognait pas, ne jouait pas au plus grossier, ne se mettait jamais au centre du cercle que formaient les élèves en bagarre. Non, Alexandre restait en dehors de l'agitation, pensant à ce que ce serait quand il grandirait, auprès, derrière la maison. Il quitte le village. Si vous allez au chapitre... C'est le repère bleu, pardon. Je dis ça pour la radio. Alexandre quitta le village en juin. Il avait trouvé un stage d'été chez un marchand de biens en ville qui lui permettrait d'engranger des points avant son entrée en école de commerce. Cela ferait bon effet sur le dossier scolaire. Un jeune homme de 18 ans qui passe la période estivale dans un bureau pour apprendre. Abandonnant la petite maison étroite de son enfance, Alexandre emporta avec lui une seule et unique certitude qui, malgré l'impression d'échec, malgré le souvenir de cette dernière soirée au paradis, le remplissait d'une force, d'une assurance, d'une confiance en lui. Il avait aimé Blanche, mais il n'aimait pas la terre qu'elle protégeait. En tout cas, pas aussi dévotement qu'elle. Il ne comprenait pas qu'il n'existait pour la jeune fille d'autre paradis que celui qui abritait sa rage et sa détresse. Avec la facilité de vivre qu'il habitait et le sauvait de tout, même du désastre de son premier amour, il la laissait là, chassée par lui-même, par son âme ambitieuse. Vaste programme. Donc il ne vient pas mettre le bazar dans l'ordre établi, parce que de toute façon, ce qu'on appelle l'ordre établi, avec une certaine nostalgie, d'après vous, n'existe pas. C'est condamné à changer. En tout cas, en ce qui concerne ce domaine-là, cet endroit-là, tout est... Je ne sais pas si c'est condamné à changer, c'est voué à changer, et pourquoi pas pour du meilleur. Et je pense que le grand défaut de Blanche, de ce personnage principal, c'est d'être persuadée que si ça change, c'est forcément pour du pire, pour le mal. Or, ce que propose Alexandre, en revenant 10 ans plus tard, c'est aussi de changer pour quelque chose qui sera plus fort, meilleur, plus beau. Et je pense que c'est aussi la grande question de ce livre, c'est qu'il y a 2 personnages qui ont le même âge. Il y en a une qui ne supporte pas qu'on change un meuble de place et qu'une vache soit pas dans sa case, et l'autre qui dit mais en fait pour avancer il faut changer.
Et j'avais vraiment très envie qu'ils se confrontent, ces deux-là, dans leur amour. Alors, il y a aussi la menace de la transformation radicale de la campagne. Hein. C'est la ville qui gagne, c'est tout ça. Elle se vide inexorablement, la campagne, et elle n'est plus humaine au sens où on l'a entendue. Vous l'avez connue un peu, disiez-vous, à la fin du 19e siècle, à la fin du 20e, pardon. Oui, parce que j'étais... Ouais, et nous autres, un peu davantage. Cette campagne vivante, pleine de vitalité, et qui est en train de mourir. Alors, cette question de la mutation, c'est une mutation. Moi, j'ai toujours vécu dans cette mutation. Quand j'ai commencé à prendre conscience d'être au monde, la mutation, on était au début des années 70, je suis née en 62, elle était déjà extrêmement avancée. L'exode rural, ça commence à la fin du 19e siècle. Hein. Donc, Pierre Bergogneau dit que c'est la mécanisation, l'arrivée de la mécanisation massive dans l'agriculture, dans toutes les agricultures, dans toute la France, parce qu'il y a plusieurs modes d'agriculture, qui a précipité ce qui avait déjà commencé depuis plusieurs décennies. Une mutation, quand elle est vécue douloureusement par des gens qui, comme Blanche, sont attachés à un état figé du monde, une mutation passe pour une mort, ressemble à une mort, pue la mort. Moi, j'ai grandi là-dedans, avec des adultes qui disaient « on est les derniers Indiens, on est périmés ». Ils employaient le mot « périmé », vous l'entendez, hein? Bon. Donc, pendant longtemps, j'ai cru aussi, moi, que la mutation, c'était la mort. Or, la mutation, c'est l'invention d'un autre futur possible, qui passe par des dégâts, des déchets, de la perte, forcément. Donc, je pense que quand on vit ça à l'échelle de sa propre existence, l'existence d'un paysan comme mon père, qui était né en 1937 et qui vient de mourir, et qui a vu une mutation énorme du monde dans lequel il avait toujours vécu, dans lequel avaient vécu tous ses ancêtres, et qui a vu tous ses repères complètement bouleversés. Évidemment que pour lui, ça puait la mort. Bon. Et en même temps, quelque chose continue. Vous voyez, la ferme de mes parents, elle continue, avec des jeunes paysans de 35 ans. Elle n'a pas été rachetée par un plus gros, parce que c'est ça le phénomène. Elle a été rachetée par un autre paysan qui a déjà des terres. Donc, en effet, il est plus gros. D'accord, il est plus gros. Mais il est en train de faire pousser des aubracs, des vaches, et de faire un travail de qualité, vous voyez. Donc, c'est extrêmement compliqué, ces questions-là, parce que c'est traversé par l'économie, la politique. Enfin, tout s'en mêle. C'est à la fois sociologique, économique et politique. Et évidemment que les romans, la littérature s'en empare aussi, parce qu'elle a sa place dans ce territoire-là. Y compris cette génération. Parce oui, que bien sûr. Vous êtes... Non, mais on parle de littérature, mais aussi d'histoire, de sociologie. Oui, bien sûr, ça se mélange. Ce sont des thèmes qui vous tiennent à cœur, qui sont déjà beaucoup les vôtres et qui vont le rester. Alors, qui vont le rester, oui. Je pense que vraiment, avec Marie-Hélène, on se trouve au bon moment aussi, pendant qu'on parle là. Moi, je viens de perdre ma grand-mère que j'ai enterrée il y a très peu de temps, qui était née en 29. Et donc, je suis arrivée et j'ai vu ce qu'avait fait mon cousin de la ferme. Et oui, il y a une mutation, mais elle était extraordinaire. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a entre 35 et 40 ans, qui construit des nouvelles étables, qui a plus de cochons, qui a plus de vaches, qui dit on va faire ci, on va faire ça. Et là, on se dit, mais heureusement qu'il y a eu une passation. Heureusement qu'il y a eu un peu de jeunesse qui est arrivée là-dedans avec des nouvelles visions. Et c'est sauvé. L'endroit est sauvé d'une image assez figée. De la campagne, ou en tout cas de la paysannerie, et qui aussi, cette image un peu figée, a parfois aussi été véhiculée à travers la littérature. Ça a pu arriver. Et je pense que pour répondre à votre question, oui, c'est intéressant, oui, ça intéresse d'une part quand on en vient. Évidemment que c'est toujours intéressant, le lieu d'où l'on vient, qu'on le déteste ou pas. Hein. Je pense à Édouard Louis, par exemple. Évidemment que c'est intéressant, l'endroit qui nous a fait et que l'on fait ensuite avec un livre. Mais c'est aussi intéressant actuellement parce que même, peut-être qu'il y a 50 ans, l'exode, c'était partir du village pour aller à la grande ville. Et maintenant, l'exode, pour ma génération, c'est de partir de la grande ville pour aller dans un autre pays. C'est-à-dire qu'avant, on allait à Paris. Et pas revenir à la campagne, en fait, c'est une illusion? Non, c'est pas une illusion parce qu'il y a un retour, mais il y a un retour qui est encore minime
qui va très doucement. Il y a eu un vrai effet pendant le confinement de gens qui sont revenus et qui ne sont pas repartis aussi. Mais en termes d'agriculture, c'est certain que ceux qui reprennent les lieux maintenant, qui soit les rachètent, soit reprennent après la famille, ont une façon de voir les lieux et de penser les finances qui n'a rien à voir avec les 2-3 générations précédentes. Et heureusement, vraiment. Enfin, moi, j'ai été ravie de ça. Je me suis dit, je vais vivre un moment terrible. Là, je suis partie pour vivre un truc que j'ai pas envie de vivre, quoi, un enterrement, quoi. Et je suis sortie de là et je me suis dit, c'est majestueux ce qui est en train de se passer. Et j'étais heureuse. Une transmission positive qui s'opère. Ouais. Voilà. Juste une précision, très souvent, d'ailleurs, c'est cette génération des paysans qui ont 35 ou 40 ans, souvent constitue ce que j'appelle des couples mixtes. C'est-à-dire qu'il y a que l'homme, c'est souvent l'homme, pas systématiquement, mais souvent quand même, est à la ferme, et la femme a un métier qu'elle exerce par ailleurs, et ça crée une mixité aussi dans le rapport au monde, dans l'éducation des enfants, etc. Et je pense que ça apporte du sang neuf, et ça fait passer de l'air et du vent dans ces familles, souvent extrêmement insulaires depuis des générations et enquistées. Et on a tous pu observer, hélas, ce qui se passe quand justement l'air ne passe pas, que les fils vieillissent seuls au bord de la télévision avec les pères et les mères moribonds. Regardez La vie moderne de Raymond Depardon, et je vous conseille Paul Argot, qui se laisse pousser les cheveux et qui regarde l'enterrement de l'abbé Pierre à la télévision. Voilà, ça par exemple, c'est l'impasse absolue, la douleur absolue, la solitude absolue, la mort, ça pue la mort. Voilà. C'est aussi de la matière à écriture, évidemment, évidemment, mais à vivre, c'est vertigineux. Vous leur dressez des mausolées, des petits mausolées comme ça. Oh, des mausolées, c'est un bien grand mot. Moi, je tente de faire ce que j'ai dit à Cécile tout à l'heure. Je dis que écrire et inscrire, c'est la même famille de mots. Je tente d'inscrire une trace. Et quand j'ai dit ça, je pense toujours aux traces qui s'effacent dans la neige. Voilà. Et mon travail d'écriture, c'est ça. C'est la tentative d'inscription d'une trace qui s'efface dans la neige. C'est ça. En les passant au tamis, récolter des pierres dont vous tirez le meilleur. Vous n'en faites pas des pierres précieuses, mais vous en tirez le meilleur. Vous les polissez à votre façon. Le matériau du réel, il est là tout le temps. Il suffit de se baisser pour ramasser. Voilà. On est constamment traversé, happé par le matériau du réel. L'histoire du Fils, je ne l'invente en rien. J'ai même été obligée d'élaguer dans le réel pour lui donner une forme qui soit plausible et fluide et dynamique. Donc, la matière du monde est inépuisable. Et mon travail à moi, avec les mots, c'est de tenter de lui donner une forme fluide et dynamique qui va exister en signe noir sur une page blanche et qui va peut-être passer comme ça entre les mains, entre les oreilles des lecteurs. C'est tout. Je pense, Cécile Coulon, que vous commencez à connaître votre lectorat, qui est vaste. Comment est-ce reçu par les lecteurs de votre génération ? C'est une très bonne question. Alors, quand le livre est sorti, en tout cas celui-là, ça a été un peu particulier parce qu'il était beaucoup plus lu que les précédents. Il y a eu beaucoup de questionnements de ma génération sur, ça peut paraître absurde, sur la façon dont on traite les animaux dans le livre. C'est la première chose qu'on m'a dite, c'est mon Dieu, mais c'est d'une cruauté pour le monde animal. Et là, pour le coup, il y avait la question d'arrachement pour moi, parce que pour moi, c'était pas cruel du tout. Et j'ai souvent dit, un peu en rigolant, que pour les gens comme moi, quand on doit faire un CV, ce qui m'est jamais arrivé de ma vie, heureusement, normalement dans le CV, il faut dire qu'est-ce que vous savez faire dans la vie qui est pratique. Or, personne ne mettra jamais dans son CV je sais dépyjamater un lapin, je sais armer un fusil de chasse. On mettra jamais ça parce qu'aujourd'hui, c'est pas vu comme des bonnes choses. Et vous savez faire ? Bah oui. Parce qu'on m'a appris ça quand j'étais toute petite. On m'a appris à briser le cou des volailles avant de les manger, parce qu'on considérait qu'il fallait savoir faire ces gestes pour survivre, en fait, tout simplement. Moi, quand j'étais petite, ma tante, on arrivait à la ferme. Bon, déjà, quand on arrivait, il y avait un troupeau d'oies. On dit un troupeau d'oies ? Oui. Une colonie, je sais pas. Non, on peut dire un troupeau d'oies qui arrivait, qui était assez compliqué à gérer. Et donc, on arrivait, donc il fallait déjà faire son chemin parmi les oies, et on allait se mettre à côté du cantou. Et puis, ma grande-tante nous disait, on va préparer à manger pour ce soir, parce que les enfants sont là, donc on va faire de la viande. En fait, ils ne mangeaient pas de viande, sauf quand on était là. Donc, ils ne mangeaient pas la viande qu'ils produisaient.
Et puis, on allait au poulailler, elle faisait petit, avec du grain, et il y avait une poule qui était plus bête que les autres, qui arrivait, qui prenait un grand coup de massue sur la tête, et elle nous disait, bah voilà, ça, pour qu'on mange ce soir, il faut faire ça. Il va falloir la vider, la déplumer, il faut que vous appreniez à faire ça. On était tout petits, et donc ça ne nous a jamais paru cruel. Donc la première chose sur laquelle j'ai buté au moment où le livre est sorti, c'était, mais on ne peut pas traiter les animaux comme ça. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Je comprends. Je comprends. Oui, moi je ne le comprends pas. Vous n'aviez pas anticipé ça? Pas du tout. Non. Et ensuite, il y avait la question de celle qui reste et de celui qui part. Qui est le bon et qui est le méchant. Et je dis la littérature, heureusement que la littérature est là pour effacer les catégories de bon et de méchant, parce qu'on s'en sortira jamais si on continue à penser que celui qui s'en va, il est méchant, et que celle qui reste à côté de sa grand-mère, elle est gentille. Et j'avais envie d'aller, pour le coup, dépyjamater un peu ça aussi, et de dire c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il n'est pas si méchant que ça, ce Alexandre, et elle n'est pas si bonne que ça, cette Blanche. Blanche n'est pas si blanche. Voilà. C'est ça, comme une oie blanche. Comme une oie blanche. La fameuse oie On blanche. peut peut-être dire des manades donc quand ce sont des jarres. On peut peut-être dire une manade de jarres. Pour moi, les manades, ce sont les taureaux, les taureaux de Camargue. Oui. Ouais, mais quand les oies gardent bien la ferme, pourquoi pas, hein. Manade. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça colle pour d'autres animaux. En tout Non cas, plus. un troupeau, mais c'est ça un va. joli déplacement, c'est joli. Est-ce que le grand remplacement dont on fait des gorges chaudes, il n'est pas justement sur l'univers agricole, l'univers rural? Parce que il a déjà eu lieu, alors. Il a déjà eu lieu. On est passé de millions à quelques centaines de millions. Voilà, on est passé de fin 19e, 80% de la population française est paysanne, hein, je dis pas rurale, je dis paysanne. Aujourd'hui, on est à moins de 4%. Donc ça y est, il est fait. Il est fait. Et encore une fois, quelque chose s'invente. Avec beaucoup de douleurs, beaucoup de suicides, beaucoup de vertiges, beaucoup d'interrogations, des interrogations constantes. Hein. Surtout qu'aujourd'hui se mêlent à tout ça ces questions du bien-être animal, les questions les enjeux écologiques qui sont considérables, les enjeux de qualité d'alimentation, etc. Donc évidemment que ce sont des questions sur lesquelles il faut être, en tout cas moi en ce qui me concerne, je ne suis que romancière, hein, je ne suis ni historienne, ni sociologue, ni économiste. Donc ni ministre de l'Agriculture. Ni ministre de l'Agriculture, et je me garde bien de prononcer des oukases, et je tente de ne pas dire de sottises si je peux. Mais ce qui m'apparaît, et la littérature à mon sens est bien faite pour aller sur ce terrain-là, c'est que c'est d'une extrême complexité, et que en effet c'est un terrain sur lequel forcément on va se heurter à des idées reçues, et d'autant plus que c'est une histoire de famille à l'échelle collective de la France, si vous voulez. Ça m'est apparu très vite quand j'ai commencé à publier. Moi, quand j'ai commencé à publier il y a 20 ans, je me suis rendu compte que les lecteurs, quand j'ai commencé à les rencontrer dans les librairies, venaient en faisant ce à quoi vous avez fait allusion tout à l'heure, c'est-à-dire dans votre propre famille, c'est-à-dire en disant « mais en fait, j'ai le sentiment que c'est mon histoire que vous racontez ». Et au début, je ne savais pas quoi répondre à ça. Ensuite, j'ai fini par comprendre qu'en effet, le particulier devient universel. Bien sûr, le jeu autobiographique s'élargit à l'étrave du « nous » et du « on ». Et c'est vraiment l'histoire de la population. Quand je dis la population française, je devrais même dire la population des grandes démocraties occidentales, hein, que cet arrachement au socle paysan. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'un livre comme le vôtre, ou que des livres comme les miens, trouvent leur place chez un lectorat qui éventuellement n'a jamais vu une vache de sa vie, ni une oie, ni mis les pieds dans la Corrèze ou dans le Cantal. Et on le retrouve dans tous les univers, et la littérature est là pour ça. Je retrouvais la phrase inspirée du Nouveau Testament, enfin prélevée dans l'Ancien Testament, pardon, qui est celle qui, en exergue du livre de Nicolas Mathieu, qui a eu le concours avec leurs enfants après eux. Cette phrase dit exactement: il en est dont il n'y a plus de souvenirs, ils ont péri comme s'ils n'avaient jamais existé, ils sont devenus comme s'ils n'étaient jamais nés, et de même leurs enfants après eux. Ça pourrait être l'exergue de plusieurs de vos livres. Voilà. Et quand j'entends ça, je pense à ce que je vous disais tout à l'heure: écrire une trace sur la neige. Et se soucier de l'avenir quand même. Je rebondis sur l'écho de votre livre auprès des jeunes des moins de 30 ans peut-être, ou un peu autour. Je sais que le ministère de l'Agriculture, pour revenir à lui, ou la FAO, qui est cet organisme très sérieux dépendant de l'UNESCO pour la nourriture, etc., est en train de plancher sur l'après-viande. Parce que la chute
tout à fait prévisible de consommation de viande pour les prochaines années, avec cette extrême sensibilité à la condition animale, va profondément, dans les pays développés, changer les modes de consommation. Oui. Alors là, on n'est pas là pour faire une discussion on s'éloigne de la politique littérature et écologique. Je pense que actuellement, on prend conscience qu'on n'est pas les seuls êtres vivants sur Terre, en fait, et qu'il y a les animaux, et une fois que le cas des animaux sera traité, on passera aux plantes et on passera, je sais pas, à la mer, on passera aux collines, on passera aux volcans, au vent, voilà. Et heureusement, c'est bien. Et c'est aussi, ça veut dire que, comme quand on écrit un livre, on se ramasse pour prendre le réel. Cette prise de conscience-là, ça veut dire qu'on est en train un peu de lever le nez de nous-mêmes et de voir qu'il y a des choses autour de nous. Et c'est très bien. En revanche, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui continue à tenir tout le monde dans sa besace ou dans son torchon, c'est le fait de raconter une histoire. Et une histoire qui, même si on déteste, encore une fois, d'où l'on vient, ou les manières qu'on a eues, les manières qu'ont eu nos parents, ou nos gestes, que ce soit de tuer des animaux ou autre, et ben ça nous rassemble, en fait. Et peut-être que moi, si je fais tout ça, je me dis, en racontant une seule histoire, une petite histoire, les traces dans la neige vont pas disparaître, ça va continuer et on saura que au Châtaignier, en telle année, il s'est passé ça et que la fosse aux cochons, elle existe et que les cochons, ils sont toujours dedans d'ailleurs et ils vont très bien. Wow. Et voilà, ce sont des quinois de plein air, des très beaux cochons de plein air. On a le cochon de Bayeux ici dans la région. J'ai une préférence pour le cul noir. Je m'en doute, évidemment. Il est énorme. Il est énorme. Et que ceci dit, moi, quand je suis face à une bête de 250 kilos, cul noir, je fais beaucoup moins la maline que lorsque je suis ici, par exemple. On comprend pourquoi. On comprend pourquoi. Mais non, mais je pense qu'écrire une histoire ou en raconter, que l'écrire ou la dire, moi j'écris parce qu'il y a des choses que je ne sais pas dire ou que je ne peux pas dire, donc je fais le livre, comme disait Marie-Hélène tout à l'heure. C'est aussi une façon de penser à l'avenir et de remplir un peu l'avenir. Alors justement, est-ce que votre prochain livre, qui est déjà prêt, qui sort bientôt, est encore sur ces thématiques-là? Comment s'appelle-t-il? Ça s'appelle Seul en sa demeure. Ça se passe à la fin du 19e siècle. Et c'est l'histoire d'une jeune femme dans le Jura qui est mariée à un propriétaire forestier. Et qui, lorsqu'elle va arriver en son domaine, va se rendre compte qu'elle ne peut plus sortir de la forêt. Donc c'est un roman forestier sur le désir et sur l'impossibilité d'être ailleurs que dehors, que dans la forêt. Et ce déplacement dans le Jura, c'est une résidence d'écriture, c'est du running dans les forêts. Alors, pour des raisons que j'évoquais tout à l'heure, de choses familiales un peu dures, c'était compliqué pour moi de continuer à écrire pour l'instant sur la Corrèze ou sur l'Auvergne. Et j'ai déplacé dans le Jura tout simplement parce qu'il y a quelques années, j'ai fait un festival qui s'appelle Les Petites Fugues à Besançon. Et je suis allée donc me promener puisque c'est un festival itinérant. Et je suis arrivée aux Salines, qui étaient incroyables de nuit, et aux forêts du Jura qui ne sont pas bien loin. Et je me suis dit, mais ce sera le paysage d'un livre. Je ne savais pas quand j'écrirais ce livre et c'est chose faite. Alors, comment ça se passe, justement? Vous avez le paysage, vous avez un personnage que vous avez laissé en réserve, en conserve quelque part, et vous venez... Comment c'est... En fait, moi, je pars toujours du territoire et du paysage. Une fois que j'ai mon paysage, c'est comme avoir une scène de théâtre antique. C'est tellement... je ne vais pas dire que c'est facile, c'est idiot de le dire comme ça, mais j'ai besoin d'abord de ça. Voilà. Tous les écrivains amateurs qui nous écoutent, c'est idiot de le dire comme ça. Non, mais en fait, des histoires à raconter, on ne le sait pas, mais on a tous des histoires à raconter. Il y a des gens qui sont capables de vous raconter une journée. Pas la manière, c'est pas vrai. Ah si, moi je suis... Attendez, de la littérature de terroir, il y en a plein, les bibliothèques de fonds de terre. Enfin bon, c'est pas vrai. Vous magnifiez, je ne sais pas ce que vous arrivez à faire. La littérature de terroir, ça a été inventé par l'édition. D'accord. C'est un truc à part inventé d'un point de vue totalement éditorial. Ce que je veux dire, c'est que avoir une histoire à raconter, on a tous des histoires dans notre famille, de ce qu'on nous a raconté ailleurs ou de ce qu'on a lu. Moi, j'ai été biberonnée à la lecture et au film et à la musique. Donc j'ai 1000 histoires encore à raconter. Et une fois que j'ai mon lieu, j'ai tout. J'ai mon histoire, j'ai mon lieu, et ça va. C'est compliqué de dire comment on écrit, bien sûr. Je sais pourquoi j'écris, je sais pas comment je fais, je sais simplement que je pars d'un point A, je vais à un point B, et qu'il faut que je resserre, il faut que mon livre soit un muscle. Voilà, j'ai pas d'autre façon de le dire. D'accord. C'est un muscle qui doit être
extrêmement dense, tendu, comme les muscles longs des marathoniens. Mais ça peut être, vous gambergez beaucoup, ça peut être un peu miraculeux, comme Marie-Hélène Lafont, qui nous parlait tout à l'heure de sa non-chronologie dans son dernier livre. Oui, c'est pas miraculeux. C'est pas Moi, miraculeux. Oui, mais en tout cas, vous l'avez écrit comme ça. C'est spontané, c'est venu spontanément. Oui, c'est quand mais même après, il magnifique. y a énormément de rumination et de travail. Après, encore. Ah oui, bien sûr. D'accord. Ah oui, le premier jet, c'est rien. Ah, c'était un... D'accord, très bien, je Oui, comprends. mais il est venu avec cette chronologie-là. Moi, j'ai une question. Donc, la géographie, donc le Jura, les petites fugues. Les petites fugues, ça dure une poignée de jours. Oui, c'est une semaine. Vous y êtes revenu après? J'y suis revenue. Pour voir de plus près, pour noter, il y a un apprivoisement nécessaire du territoire quand il n'est pas le territoire des origines ou pas? Alors, en fait, je ne pense même pas avoir totalement apprivoisé le territoire de mes origines. Donc, je pense que c'est impossible d'apprivoiser ou de domestiquer, ce qui est assez beau. En revanche, je crois que j'ai été traversée la première fois, mais vraiment, j'ai eu une sorte de grand choc. J'y suis retournée, je n'y suis pas restée tant que ça. J'ai vu ces arbres, ces couleurs, c'est des couleurs très particulières. La Suisse n'est pas très loin, et il y avait vraiment cette impression que même le ciel était englouti par ces arbres noirs. Et moi, ça m'apportait un très très grand apaisement, alors que tout le monde me disait le Jura. C'est dur, le Jura, un peu comme les Ardennes. Et moi, c'était l'inverse. J'arrivais là-dedans, je me suis dit, mais ça doit être... On se trompe. Ça me paraît si amical. Oui, mais vous y enfermez votre personnage. J'enferme mon personnage dans la forêt, absolument. Moi, je pense que dans un livre, on enferme beaucoup ces personnages. À partir du moment où le livre est publié, les personnages, ils voyagent de lecteur en lecteur, de lectrice en lectrice, mais ils sont quand même très enfermés dans l'histoire qu'on raconte d'eux. Nous, oui, mais nos livres ne nous appartiennent pas. Ils taillent la route. Et les lecteurs font avec nos personnages des choses parfois tout à fait inimaginables. Heureusement. Et heureusement, c'est très réjouissant, ça. Et vous-même, où en êtes-vous après André? Je suis... Les secrets encore? Vous savez, ça a été évoqué au début de cet entretien, les secrets sont inépuisables, ils palpitent comme ça aux interstices de chaque jour. Enfin, il y en a tout le temps. Alors, en ce qui me concerne, j'appelle ça des chantiers, moi. Et j'en ai un qui pose pour l'instant parce qu'il est beaucoup trop hirsute, je peux rien en faire. Donc, dans ces cas-là, je prends la tangente et j'écris des textes plus courts, des textes de commande, une nouvelle, par exemple, qu'on m'a commandée, voilà, ce genre de choses. J'aime bien prendre ces détours-là, ce qui ne sont que faussement adjacents, en fait. Parce qu'au fond, depuis plus de 20 ans, j'ai le sentiment d'écrire un seul bloc textuel, une seule coulée textuelle. Et de temps en temps, je prélève un morceau et ça fait soit une nouvelle, soit un livre. Mais c'est la même coulée. Pour filer la métaphore volcanique. Et vous voyez en ce moment la coulée de ce qui deviendra peut-être mon prochain livre. Elle est encore beaucoup trop hirsute, brûlante. Elle est intouchable, je ne peux pas y toucher. J'attends, il faut attendre. L'ennui, c'est que dans mon cas, j'ai de moins en moins de temps pour attendre. Et aussi, ça, je pense que c'est une question qu'on se pose moins quand on est né en 1990. Mais moi, je commence, même si j'ai commencé à écrire, à publier tard, mais je me pose constamment la question du livre de trop. Ne pas faire le livre de trop. Voilà, il y a peut-être un temps dans la vie où on a fini. Et moi, je commence à être à la tête de ces questions-là. Vous voyez ? Alors faire face. Vous avez un peu changé de registre là, hein, avec l'histoire du fils, quand même. Je ne suis pas d'accord. Non, c'est vrai. On ne me demande pas mon avis, mais je le dis quand même. Bien sûr. Je crois qu'on est toujours dans l'obsession de la filiation, de la place, arrachement, attachement. Ouais, je crois que je suis à peu près incapable de changer de registre. Enfin, bon, on ne sait pas de quoi on est capable tant qu'on ne l'a pas fait. Donc, voilà où j'en suis. C'est un peu hirsute. Très bien. Ma réponse est un peu hirsute. Et dans votre histoire, la semaine où on perd son propre père, on pense à l'histoire familiale. Oui, le premier texte que j'ai écrit, qui s'intitule toujours Liturgie, ça commençait comme ça, en 1996. Hein. Quand je me suis assise à ma table, j'ai commencé à écrire. C'est ça. Le dimanche matin, il fallait lui laver le dos. C'était le dos du père, mon père. Et j'écris dans ce texte, concernant le père, vif, etc., taillé pour ne pas mourir. Bon, eh bien, il est mort. Et il est évident que
quelque chose là aussi bouge dans l'ombre, voilà, dans le secret, dans l'ombre, quelque chose bouge, les plaques tectoniques bougent, voilà. Et je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais les répercussions sur le travail d'écriture viendront forcément, d'autant plus que, ça c'est très banal, hein, ce que je vais dire, mais bien quand on perd ses parents, on passe au premier rang. On est en première ligne sur le front. Le seul qui vaille au fond, c'est-à-dire de la mort et de la vie. On n'a plus rien on n'a plus d'étape intermédiaire entre soi et ça. Voilà. Bon, je pense que ça peut faire bouger les choses dans l'écriture, mais je commence à le flairer. Voilà. D'autres sont passés là avant moi. Bien sûr. Je n'entends pas, parce que nous faisons de la radio, n'est-ce pas, et je n'entends pas dans l'oreillette de questions de l'auditoire. Il n'y en a pas? Non, parce que je suis bien équipé, mais je n'ai pas entendu ça. Et nous sommes à quelques minutes de la fin de l'antenne, me semble-t-il, à moins que... Non? C'est bien? Eh bien voilà. Non, je ne comprends pas tous les signes. Je vous ai dit, ça fait 41 ans que je n'ai pas fait de radio. Ah, il reste 5 minutes, formidable. On avait commencé un peu après. Donc, en 5 minutes, on peut encore se dire beaucoup de choses. On n'a pas prévu de lecture. On a déjà parlé de demain, beaucoup d'hier, évidemment, tout cet hier que vous nous offrez. Et moi, je crois que je suis au bout de mes notes. Je suis embêté. Devant un public de 300 personnes, ça ne me gêne pas, mais à la radio, quand même... Je ne sais pas ce que j'avais noté que je n'ai pas. Si, j'avais plein de notes dans tous les sens, hein, parce que moi je travaille comme ça. J'avais écrit un livre de généalogie du cœur. Pour tous les deux, vous en êtes là-dedans. Et vous l'écrivez au nom, avais-je dit, de tous les mortels que nous sommes, quelle que soit la dimension de nos familles, de la solidité de nos attaches. Et c'est vrai que vous y avez fait allusion. On est vaincu par la géographie. Vous avez employé le mot de mondialisation tout à l'heure. Je veux dire, on est avalé par elle plutôt avalé que par le, oui, par la géographie. Avalé par elle, oui. Peut-être. Surtout quand nous venons, comme c'est le cas de Cécile et moi, pour le coup, de lieux extrêmement infimes. Hein, des petites choses. Voilà. Le fait de sols extrêmement solides, aussi solides que poreux. Moi, c'est ça qui me... À chaque fois que je vais dans un volcan, parce qu'il y a toujours la possibilité de descendre à l'intérieur et de faire une sieste, ce qui est très agréable. Ah oui, quand même. Oui. Ah, vous allez loin, vous. Mais c'est possible, en fait. C'est une petite randonnée de 2 heures. C'est vraiment facile. À Clermont-Ferrand, c'est très facile. C'est très facile. Et en fait, à l'intérieur, les cratères, quand on s'allonge dessus et qu'on pose les mains, c'est pas du tout dur en dessous. On a l'impression qu'il y a des milliards de fourmis qui vous passent sous la paume et que ça ne cesse de rouler. Je pense aussi de grandir et de écrire et d'écrire ces sols-là, c'est quand même une drôle d'expérience. Et c'est quand même, et ça marche pour tout, de se dire qu'en fait on avance sur des chemins, sur des trajectoires ou des circuits qui sont à la fois très solides et extrêmement poreux. Et on est rapidement avalé par ça. On en tombe aussi très rapidement, et que parfois la perte d'une ou de plusieurs personnes nous fait avancer de 15 km ou reculer de 10 ans. Moi, je pense que je ne pourrais pas quitter ces sols-là parce que je me sens très Vous y vivez oui, presque à plein temps? À Clermont-Ferrand. Oui. Et moi qui n'y vis pas, qui ai quitté. Vous y reviendrez? Quand j'avais 18 ans, jamais de façon continue. Parce que vous continuez d'enseigner à Paris. Oui, et moi je vis dans la tension entre les deux univers. Et c'est une autre modalité de cette dialectique de l'attachement et de l'arrachement, mais elle m'est constitutive, et elle est surtout constitutive de la dynamique d'écriture en ce qui me concerne. Mais quand j'entends Cécile parler du creux du cratère, il y a une fable géologique que j'aime assez me raconter, et là encore je vais faire allusion à Pierre Bergogneau, parce que lui, pour le coup, il a étudié tout ça de manière très très scientifique, et il sait tout sur la géologie, sur la vulcanologie, etc. C'est absolument terrifiant. Et un jour, il m'a dit que on n'était pas impunément né sur un volcan, et qu'il y avait quelque chose qui, par
ce que j'appelle moi la sourde et surcapillarité. Il y avait quelque chose de l'énergie, de l'énergie profonde, tellurique, constitutive, tellurique du volcan, qui passe à travers nos corps et qui passe à travers nos récits aussi, passe dans l'écriture, passe dans la tension d'existence. Voilà. Et je pense à ça quand j'entends cette histoire. Il y a un peu l'idée de la brûlure permanente. Et donc du désir et du feu permanent, mais qui est quand même d'une nécessité en écriture ou tout autre domaine. Alors, bien sûr, mais que tout ça passe dans la poésie, je veux bien croire, mais dans l'écriture, encore une fois, j'ai évoqué ce qu'on appelle la littérature de terroir. Vous transfigurez les choses, c'est ça qui... Mais si vous voulez, jamais personne, quand Cécile a commencé à publier, ou moi, n'a songé une seule seconde à nous assigner à la case littérature de terroir. Mais je sais, parce que vous allez un peu au-delà. Vous allez au-delà. On va ailleurs, c'est une question de langue. Ailleurs, bien sûr. Et c'est puissant. J'espère. C'est à la fois fluide. Mais c'est à la fois simple, fluide et puissant. C'est quand même ce qui vous réunit là. D'ailleurs, si je ne m'abuse, c'est le deuxième livre de poésie, Cécile, qui s'intitule Noir Volcan. Absolument. Je ne me trompe pas. Voilà. Donc. En ce qui me concerne, je dis toujours, et ça n'est pas de la fausse modestie parce que je ne suis pas modeste, que j'écris les livres que je peux. Et ce que je peux, c'est être traversé par tout ça, à la fois, encore une fois, on l'a dit, par l'histoire, la politique, l'économie, la sociologie et l'énergie tellurique des volcans, et inscrire quelque chose. Voilà. Une histoire à partager, comme on allume un feu pour se tenir chaud. Voilà, l'histoire c'est ça en fait. On allume un feu, on se tient chaud autour. C'est déjà ça d'habiter cette place dans le monde. Mais vous m'emballez depuis longtemps et Cécile m'épate parce que je la connais depuis peu et je trouve ça que sa génération reprenne ce flambeau. Je trouve ça formidable, précieux, voilà tout ce qu'on veut. Et je vous remercie vraiment de vous être plus que croisés ici. Je rends l'antenne, je vous remercie, à bientôt. À l'année prochaine, c'est ça que vous voulez dire. Festival de l'année prochaine. Époque, le Salon des livres de Caen, 2021. Ce samedi 29 mai, De 9h45 à 17h. En direct du Salon des livres Époque en ligne, Radio Toucan. débat, rencontre, reportage, avec des auteurs, des autrices, 91.9 FM Et radio-toucan.fr.